Bienvenue aujourd'hui au webinaire Éco-conception sur les emballages en acier et en aluminium. Nous allons étudier leur fin de vie et les différentes actions d'éco-conception qu'on peut mener dans le cadre de plans d'action pour améliorer la recyclabilité de ces emballages métalliques. Ce webinaire fait partie d'une série de webinaires que nous réalisons avec l'ANIA et donc l'ensemble de ses adhérents. L'idée étant de vous éclairer au mieux sur les emballages, notamment dans votre secteur d'activité, et essayer de vous donner les clés pour vous lancer dans une stratégie d'éco-conception pour vos emballages. Donc, d'abord, bien comprendre comment cela fonctionne avec l'éco-organisme, la responsabilité réglementaire que vous avez par rapport à la fin de vie de vos emballages, et derrière, savoir sur la question spécifique des emballages métalliques, quelles sont les actions que vous pouvez mener. Donc, c'est une session de 10 modules avec questions-réponses qui ont lieu chaque mois en 2020. C'est le deuxième module aujourd'hui. L'objectif de ces webinaires réalisés en collaboration avec l'ANIA sont multiples. Bien sûr, l'idée, c'est vraiment de pouvoir renforcer vos connaissances sur la fin de vie des emballages de manière générale. Je pense que la connaissance des circuits de recyclabilité, de tout le process, est une clé indispensable pour vous, pour derrière, après, bien comprendre, les recommandations qu'on peut vous donner, mais surtout que vous puissiez vous-même bien comprendre ou avoir les clés pour effectivement décider, arbitrer par rapport effectivement à des plans d'action ou des choix d'éco-conception sur vos emballages. On verra également la réduction des impacts environnementaux, qui est un des pans, bien sûr, de l'éco-conception. Je le disais tout de suite, pour moi, c'est la clé, bien comprendre les circuits de recyclage en aval, qui vous permettront en fait derrière de prendre les meilleurs choix dans votre conception. Et les enjeux marketing et communication, on mentionnera également la question de l'infoterie, des consignes de tri, qui fait partie également des actions clés en termes d'éco-conception. Voilà. Donc le programme ce matin, c'est quelques slides descendantes. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir vous donner le maximum d'informations. Alors, en étant synthétique et pédagogue, bien entendu. Après, derrière, de garder surtout un temps de questions-réponses, et je pense que c'est ce temps de questions-réponses qui sera pratiquement équivalent au temps de cours magistral, entre guillemets, pour qu'on puisse vraiment faire du pratico-pratique et des cas très concrets. Voilà. Donc, les actions clés d'éco-conception, on passera assez rapidement là-dessus. 2, c'est le point qui est pour moi crucial. Comment sont recyclés les emballages en acier et en aluminium aujourd'hui en France? 3, des actions d'éco-conception, des bonnes pratiques, des cas concrets. Et enfin, une présentation des outils qui peuvent vous permettre effectivement et qui peuvent, en collaboration d'ailleurs avec Citeo, vous accompagner dans votre plan d'action, vos stratégies d'éco-conception. Voilà. Alors, commençons tout de suite avec la première partie, les actions clés d'éco-conception des emballages ménagers. Je ne sais pas si certains ont eu l'occasion de suivre les webinaires sur les emballages ménagers, webinaires plus généraux que nous réalisons en parallèle et par ailleurs. Les actions clés de l'éco-conception des emballages ménagers, c'est des choses sur lesquelles on revient tout le temps. Voilà les 4 actions clés pour les emballages. Si y a une chose à retenir de ce webinaire, c'est ça. Et si vraiment vous n'avez pas beaucoup de place pour retenir quoi que ce soit, c'est ces 4 actions clés. 1, la réduction. Réduction, ça veut dire quoi? Ça veut dire allègement, ça veut dire réemploi, ça veut dire tout un tas de choses. La réduction, c'est surtout aujourd'hui, on le verra dans le cas qui nous concerne, l'allègement des emballages métalliques qui peut être bien sûr une voie, et d'ailleurs c'est souvent une voie la première à laquelle il faut penser, parce que si tous les efforts n'ont pas été faits là-dessus, il faut d'abord regarder est-ce que je mobilise la matière optimale par rapport aux besoins que j'ai. Voilà. 2, l'amélioration de la recyclabilité. Donc ça, c'est un point sur lequel on passera pas mal de temps, parce qu'évidemment, l'éco-conception par rapport à la fin de vie des emballages, souvent, c'est effectivement la question de comment je peux faire en sorte que mon emballage soit le plus recyclable possible, comment je peux concevoir mon emballage en vue de sa recyclabilité. Donc ça, c'est vraiment les points sur lesquels on reviendra pas mal. Alors, le troisième point qui nous concerne peut-être un petit peu moins dans la question des emballages métalliques, c'est l'origine de la matière. Alors, bien sûr, il y a la question de l'incorporation de matières recyclées,
mais qui n'est pas un sujet aussi crucial et important au niveau des métaux qui peut l'être pour la question des plastiques ou des papiers cartons. Bien sûr qu'on recycle et bien sûr qu'on réincorpore de la matière recyclée dans les métaux, mais la valeur résiduelle des métaux fait que, en fait, en fin de vie, on les recycle pratiquement systématiquement, et donc du coup, c'est plus facile de la réincorporer. Donc c'est pas un sujet, un enjeu fort, même si, encore une fois, on peut regarder bien sûr sur ces questions-là. Après, on peut aussi avoir des réflexions sur une chaîne d'appro responsable, etc. Et là, c'est d'autres questions, mais qui sont quand même moins cruciales, ou en tout cas moins en termes d'enjeux dans le secteur de l'emballage qu'ils peuvent l'être dans d'autres secteurs d'activité. Et enfin, la sensibilisation aux gestes de tri, la communication, évidemment, c'est une action clé. On aura beau faire toutes les actions d'éco-conception, on aura beau faire toutes les actions ou les investissements technologiques dans les nouvelles machines, sur le recyclage, etc. Si l'emballage n'est pas mis dans la poubelle jaune, eh ben, tout ça n'aura servi à rien. Donc, c'est quand même important de se rappeler ça. Voilà. Donc les deux points, les deux actions clés sur lesquelles nous aujourd'hui on va vraiment se focaliser et se concentrer sont sur les deux premières, la réduction, donc c'est-à-dire la réduction / allègement / réemploi, et l'amélioration de la recyclabilité. Donc comment sont recyclés les emballages en aluminium et en acier? Alors en France, en Europe principalement, et même si effectivement ce sont des pratiques qui sont connues, enfin qui sont surtout pratiquées partout dans le monde. Revenons d'abord sur le gisement d'emballage ménager aujourd'hui en France, tous matériaux confondus. On a un gisement d'emballage ménager qui est de 5 millions de tonnes par an, qui est constitué de moitié de verre. En fait, le verre, pourquoi? Parce que le verre est un matériau qui est très dense et donc qui, en termes de masse, représente tout de suite une proportion très importante. Mais si on regarde en unité d'emballage, bien entendu que le verre est minoritaire par rapport aux autres emballages. Par contre, effectivement, en masse, ça représente près de la moitié du gisement. Derrière, bien sûr, on a un petit quart de papier carton, un petit quart de plastique. Ce qui nous concerne aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, ce sont les emballages métalliques. Et donc, on a 250 000 tonnes environ, donc ça, ce sont les chiffres de 2018 d'emballage acier, et 84 000 tonnes d'emballage aluminium. Voilà. Et on retrouve après, si on fait un petit focus que j'ai essayé de faire sur effectivement le gisement spécifique agroalimentaire, hors vin et spiritueux, on a un peu plus de 200 tonnes un peu plus de 200 000 tonnes d'acier et un peu moins de 60 000 tonnes d'aluminium. Voilà. Donc, ce sont des gisements qui sont clairement en termes de masse minoritaire par rapport aux autres matériaux, mais qui représentent finalement bien plus que 5% si on englobe aluminium et acier, et qui sont des enjeux en termes énergétiques qui sont quand même assez forts. Et on a notamment une différence entre le bilan énergétique de la production de matériaux vierges et le bilan énergétique et environnemental de la production de matériaux recyclés, qui est assez important en termes de différence, ce qui n'est pas forcément le cas des autres matériaux. Et donc, du coup, l'enjeu de la recyclabilité est un enjeu qui est très fort. Regardons également les chiffres clés sur 2018. On va passer rapidement, mais quand même, on a une performance de recyclage de 70% aujourd'hui en France, c'est-à-dire 3,5 millions de tonnes d'emballages ménagers qui sont effectivement recyclés. Et on peut regarder après matériau par matériau. Et on regarde spécifiquement sur l'aluminium et l'acier. Aujourd'hui, on a un taux de recyclage de l'acier qui est proche de 100%. Alors, vous le verrez dans l'explication qui vous sera donnée, notamment sur le procédé de recyclage, pourquoi on arrive à des sommes aussi importantes, à des chiffres, des performances aussi importantes. Et d'autre part, l'aluminium aujourd'hui qui est à 44%. Et là encore, j'espère que je vous apporterai l'ensemble des clés pour que vous compreniez bien pourquoi aujourd'hui on est à 4% pour l'aluminium. J'entends quelques-uns qui n'ont plus de son, j'espère que c'est pas généralisé. Merci de me le confirmer sur le chat s'il y a un problème pour tout le monde. Alors, on continue, a priori c'est un problème qui est isolé. Donc, comment on recycle les emballages en France? La question du recyclage des emballages en France, ce sont 3 étapes. La collecte, bien entendu. Alors, même on pourrait rajouter le geste de tri. Le geste de tri est la première étape du recyclage. Donc, ensuite, on a la collecte.
On a bien sûr le tri en centre de tri et enfin le recyclage. Donc je vais revenir surtout sur les deux dernières étapes parce que la collecte des emballages métalliques n'a rien de spécifique par rapport aux autres emballages. Donc, premier point, l'acier. L'acier, commençons par le petit 1 qui se retrouve en haut à droite. Bien sûr, donc ça commence par le tri chez l'habitant, la collecte sélective, on ne va pas revenir là-dessus, il n'y a rien de spécifique par rapport aux emballages métalliques. Et on arrive au centre de tri. Le centre de tri, comment ça fonctionne? Donc là, c'est un système de magnétisme, on va revenir dessus, qui va permettre de mettre en balle effectivement tous les emballages magnétiques acier, donc plutôt acier. Dès que c'est magnétique, c'est plutôt, effectivement, on parle plutôt de tous les dérivés du minerai de fer. Et donc là, pour ce qui nous concerne dans l'emballage, c'est le matériau acier. Et ensuite, cet acier est envoyé dans les usines sidérurgiques, dans les sites sidérurgiques qui vont procéder effectivement à des opérations éventuellement supplémentaires, type broyage, pour mettre en forme la matière et pour qu'elle puisse derrière être envoyée dans les fours de fusion pour être recyclée avec soit d'autres matériaux recyclés, soit du minerai vierge et produire des nouveaux produits qui vont derrière servir notamment pourquoi pas boucler la boucle et faire des nouveaux produits d'emballage. Donc, si on regarde les différentes étapes de ce recyclage de l'acier, je ne vais pas insister là-dessus, c'est pas la technique vraiment pure de la sidérurgie qui nous intéresse aujourd'hui, mais pour ceux que ça intéresse, le paquet d'acier arrive dans l'usine sidérurgique. Il y a d'abord un premier contrôle visuel qui est fait pour effectivement s'assurer, et donc ça c'est souvent à l'entrée du site, que la qualité qui est vraiment issue des centres de tri correspond au standard de qualité qui est accepté par l'entreprise qui recycle. Ensuite, nous avons la refonte. Donc, on enfourne dans ce qu'on appelle les convertisseurs ou alors dans le cas des hauts fourneaux ou les fours électriques, cette matière issue de déchets de la collecte sélective qui va derrière, du coup, produire un acier dans des conditions, dans un procédé thermique à haute température. Et derrière, on va couler des brames, ce qu'on appelle des brames, c'est-à-dire des grandes plaques d'acier. Et ces grandes plaques d'acier, derrière, on va les laminer et pour en faire des bobines. Et ces bobines-là, après, derrière, peuvent être utilisées dans tout un tas d'applications. Alors, le bobinage, c'est plutôt les hauts fourneaux, les fours électriques, ça va être plutôt ce qu'on appelle des produits longs, c'est-à-dire plutôt des poutrelles métalliques, les choses comme ça. Voilà. Mais en fait, l'idée qu'il faut retenir ici, c'est que c'est un procédé thermique qui est quelque part assez simple. C'est-à-dire qu'en fait, on refond la matière et c'est ça qui donne un peu le caractère recyclable à l'infini des métaux. C'est ces procédés thermiques de recyclage qui, quelque part, simplifient le recyclage et du coup, n'apportent pas toutes les complications ou les perturbations potentielles qu'on peut avoir dans d'autres matériaux. Donc là, je vous ai remis concrètement, c'est quoi visuellement, quoi ça ressemble. À gauche, vous avez l'acier qui est capté par magnétisme en centre de tri. Donc c'est ça, ce qu'on appelle les overbands. Ce sont ces grands tapis en fait qui tournent autour de deux cylindres et qui en fait il y a un aimant sous ces tapis et en fait en tournant, il va attirer l'ensemble des matériaux magnétiques, donc l'acier magnétique qui va se retrouver effectivement sur les tapis de convoyage en dessous. Et en fait, on va récupérer et isoler cette fraction-là pour derrière les mettre en paquet, comme vous pouvez voir. Là, on voit beaucoup de boîtes de conserve, canettes, etc. dans les paquets d'aluminium qui ont été effectivement compressés de manière à les optimiser la logistique. Et ensuite, vous avez à droite les convertisseurs. Donc là, c'est ce qu'on retrouve dans les grands sites sidérurgiques. Par exemple, vous pouvez l'avoir à Dunkerque, sur le site d'ArcelorMittal, où on retrouve exactement ce type d'installation qui vont permettre en fait d'enfourner les paquets d'acier dans la production de matériaux vierges. Et donc, on va pouvoir enfourner en gros entre 0 et je crois qu'on est max 15-20% pour les convertisseurs, ce qui n'est pas du tout le cas des fours électriques où on peut mettre beaucoup plus d'acier recyclé. Voilà en gros à quoi ça ressemble le recyclage de l'acier. C'est pas sorcier, c'est des procédés qui sont assez simples à comprendre et c'est ça qui est très pratique dans le cas des métaux. Vous allez voir, on va passer ensuite à l'aluminium. Donc là, vraiment, le procédé est exactement le même si on regarde le cycle, le tri, la collecte. On arrive en centre de tri. La différence en centre de tri, c'est que l'aluminium n'est pas magnétique.
Donc, on ne peut pas attirer l'aluminium par un aimant comme on le fait avec l'acier. Et donc, pour ceci, on a trouvé il y a quelques dizaines d'années, voire même un peu plus, cette machine à courant de Foucault qui utilise effectivement euh, des, euh, des propriétés physiques pour rejeter, en fait, pousser l'aluminium lorsqu'il passe sur les tapis de convoyage et quand il passe au niveau de ces machines à courant de Foucault. Et on va ainsi, en fonction du réglage de la machine à courant de Foucault, pouvoir isoler toutes ces fractions qui sont des métaux non magnétiques. Et donc c'est ainsi qu'on va pouvoir faire ensuite les paquets d'aluminium qui sont ensuite envoyés dans des usines d'affinage d'aluminium et qui vont pouvoir permettre, par des procédés thermiques, encore une fois, de refondre la matière et de refaire des semi-produits, puis des produits finis. Donc là, pareil, hein, on a aujourd'hui, dans les étapes de recyclage de l'aluminium, on a le même principe où on va arriver chez l'affineur, on va déliter les balles d'aluminium, c'est-à-dire qu'on va les défaire, ces paquets d'aluminium, vérifier effectivement qu'en termes de qualité et la présence d'aluminium, souvent on regarde quel est le pourcentage d'aluminium dans la balle dans son ensemble, et c'est là-dessus qu'on juge de la qualité de cette balle. Ensuite, on va purifier l'aluminium. Donc là, il peut y avoir éventuellement justement un petit tri qui est fait de manière à pouvoir vraiment se séparer des fractions qui ne nous intéressent pas et qu'on ne souhaite pas remettre dans les fours de fusion. Et ensuite, et notamment ce qui est le cas pour les aluminiums très fins, on en parlera. Et ensuite, on refond l'aluminium pour en refaire des lingots ou des billettes ou tout un tas d'autres semi-produits qui derrière permettent l'usinage et la fabrication de nouveaux produits aluminium. Donc c'est ça, ça ressemble à ça, une machine à courant de Foucault. Donc vous voyez, en fait, c'est le cylindre avec le tapis vert qui est en dessous, qui est la machine à courant de Foucault. Et en passant dessus, donc il y a un champ électromagnétique qui est à l'inverse d'un aimant, ne va pas attirer, mais va repousser les fractions qui sont de l'aluminium et qui vont en fait être poussées derrière cette tôle que vous voyez sur la droite. Et en fait, tout ce qui est pas de l'aluminium tombe par gravité en fait en dessous, mais par contre, dès lors que c'est de l'aluminium, donc c'est éjecté, ça va être un peu comme, enfin, vous connaissez le système des aimants, quelquefois ça s'attire et quelquefois ça se repousse. Ben là, c'est repoussé, et donc ça va passer derrière cette petite tôle que vous voyez sur la droite, et du coup pouvoir être isolé par rapport aux autres fractions qui vont tomber directement par gravité. Et donc c'est comme ça, c'est ces machines à courant de Foucault, MCF, hein, l'acronyme, qui permettent d'isoler les fractions aluminium. Et comme vous pouvez vous en douter, on peut régler en fait le champ électromagnétique qu'on a au-dessus du tapis vert pour pouvoir repousser plus ou moins loin en fonction effectivement de la quantité relative d'aluminium dans un matériau, de repousser ou non effectivement derrière. Et donc on peut aussi décaler en fait la tôle de manière à dire, ben moi si c'est pas suffisamment repoussé, ça veut dire que de mon point de vue, il n'y a pas suffisamment d'aluminium, donc je préfère que ça tombe par gravité et je ne veux pas récupérer cette fraction. Donc en fait, on peut régler à la fois le champ magnétique et là où est réglé effectivement, là où est positionnée cette tôle qui permet effectivement de séparer ce qu'on considère comme du métal non magnétique et donc a priori de l'aluminium et ce qu'on considère comme le reste. Voilà comment ça fonctionne. On a également un enjeu qui est les petits emballages en acier et en aluminium. Pourquoi je vous dis ça? Si vous n'êtes pas familier avec un centre de tri, le centre de tri commence toujours, et la première étape, c'est ce qu'on appelle un tri balistique. C'est-à-dire qu'il va isoler les fractions les plus petites, ce qu'on appelle les fines, des fractions un peu plus volumineuses, avec un peu plus de surface, et qui, en fait, c'est uniquement ces plus grosses fractions qui vont être derrière triées, orientées vers les bons flux, etc., massifiées. Ce qu'on appelle les fines, vraiment les petites fractions, vont être envoyées directement au refus. Pourquoi? Parce que, on juge qu'il peut y avoir des soucis de sécurité. Je ne vous raconte pas tout ce qu'on a pu trouver comme musée des horreurs dans les centres de tri, mais un exemple très concret, c'est les seringues, par exemple. Les seringues, on en retrouve dans les centres de tri, et donc pour des soucis de sécurité, notamment vis-à-vis des opérateurs, on préfère
se passer des fractions qui sont les plus petites et notamment qui peuvent contenir des choses qui peuvent être blessantes ou vraiment dangereuses. Et donc du coup, bah, forcément, on perd quand même pas mal de matière. Et notamment pour l'aluminium et l'acier, on a jugé, et c'est dans le cadre d'un projet qui a été mis en place par des acteurs à la fois du tri, du recyclage, mais surtout des metteurs sur le marché, et qui ont jugé qu'il était important d'aller récupérer les fractions métalliques et donc acier-aluminium dans ce flux qui était envoyé directement au reflux. Et alors, ce qu'on appelle petit, et à partir de quand? Souvent, la taille qu'on donne, c'est dans la taille, c'est l'actimel. Alors moi, c'est le seul exemple que j'ai. Malheureusement, c'est un exemple qui est en plastique, mais c'est, vous voyez, ce petit yaourt qui a une petite taille, qui est assez étroit. Et en fait, c'est souvent la taille qu'on donne. Alors ou sinon, on parle d'un format A5, voire A6. Voilà, ça dépend des centres de tri. Il peut y avoir des disparités aussi derrière en termes de certains centres de tri peuvent dire non, non, moi je vais aller chercher dans des fractions plus petites, etc. D'autres qui disent moi je m'embête pas, tout ce qui est en dessous de A5, hop, ça part en reflux parce que je n'ai pas les capacités derrière pour bien le trier, pour bien l'orienter et j'ai peur que derrière ça fasse trop d'erreurs de tri. Donc ce constat-là nous amène effectivement à mettre en place des dispositifs pour aller capter les petits aluminiums et les petits aciers. Et comment on fait? Eh ben, tout simplement, on vient installer dans ce flux qui était voué en fait à partir vers la valorisation énergétique, vers l'incinération, avant qu'il soit envoyé vers cette incinération, on vient mettre un autre aimant qui va venir récupérer toute la fraction métallique, les petits métaux, les petits aciers, et un autre courant de Foucault qui va venir récupérer tous les petits aluminiums. Et donc là, on parle de quoi? On parle notamment des capsules de café. Et là, les acteurs du café se sont mobilisés pour justement pouvoir investir et proposer des centres de tri, des équipements type machine à courant de Foucault dans les centres de tri. On va retrouver toutes les capsules en acier, capsules de bière, et on va retrouver aussi tous les aluminiums très légers, typiquement ce que vous avez autour de votre tablette de chocolat ou de certains bonbons ou etc. Voilà. Et donc c'est tous ces aluminiums qu'on va pouvoir, aluminium et acier, qu'on va pouvoir effectivement récupérer via ces dispositifs. Donc ça s'appelle le projet Métal. C'est le CELA qui a mis en place ce projet, CELAA. Je vous invite à aller voir leur site internet. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? On a presque 30 centres de tri qui sont équipés à date. Donc souvent, c'est les nouveaux centres de tri, les centres de tri qui sortent de terre suite à l'extension des consignes de tri, etc. C'est ceux-là qu'on va plutôt équiper en priorité parce que c'est ceux-là qui vont être plus ou moins adaptés à ce type d'équipement. Et ça concerne aujourd'hui pratiquement 20 millions d'habitants en France, donc à qui on propose, enfin, ou à qui ont la certitude que lorsqu'ils mettent ces petits emballages métalliques dans leur poubelle jaune, ils seront effectivement captés en centre de tri. Les autres doivent continuer à les mettre dans leur poubelle jaune. Il n'y a pas de question à se poser pour savoir est-ce que je continue à mettre mes petits emballages métalliques dans la poubelle jaune. On les met de toute manière. Mais on peut certifier et confirmer à 20 millions d'habitants en France que en plus de le mettre dans la poubelle jaune, ils ont la certitude qu'il sera effectivement capté dans leur centre de tri. Et on a recyclé 900 tonnes d'aluminium et d'acier grâce à ces systèmes-là depuis sur l'année 2018. Et c'est un chiffre qui monte de manière exponentielle parce qu'en fait, on se rend compte qu'on a la capacité de venir récupérer tout un tas de matériaux grâce à ces dispositifs. Voilà. Donc, en centre de tri, ce qui sort une fois qu'on a effectivement mis en place l'ensemble de ces procédés technologiques pour capter ces fractions métalliques, eh ben, on a bien sûr toutes les fractions plastiques et cartons sur lesquelles je ne vais pas revenir, mais on a bien sûr l'acier et l'aluminium qui sortent sous forme de paquets comme vous avez vu tout à l'heure. Donc ensuite, là, je vous en ai déjà parlé, le recyclage de l'aluminium, comment ça fonctionne. De la même manière que pour l'acier tout à l'heure, vous avez ces balles d'aluminium, ces paquets d'aluminium qui sont envoyés après contrôle visuel qualité directement dans un four de fusion qui va refondre la matière et refaire derrière de lingots, comme vous pouvez voir sur la photo de droite en haut. Il peut y avoir pour les petits aluminiums, donc les fractions qui sont plus fines, un tri
une étape supplémentaire qui va venir réduire au maximum toutes les fractions qui ne sont pas de l'aluminium. Et donc là, on doit passer par une étape de pyrolyse qui va permettre derrière d'isoler la fraction aluminium uniquement. Et derrière, on pourra envoyer ensuite cette fraction aluminium vers le procédé de recyclage classique, vers la refonte, l'affinage, etc. Voilà. Donc ce sont les deux voies. En fonction que vous êtes capté de manière classique par courant de Foucault parce que vous êtes une grosse fraction, vous êtes un aérosol, vous êtes une canette, vous êtes, enfin, c'est un gros emballage aluminium, ou alors si c'est un plus petit emballage aluminium, une capsule de café, un petit foil pour le chocolat, ou voir un paquet de chips avec une fraction aluminium assez importante. Et ben là, on va supprimer d'abord toutes les couches qui ne sont pas l'aluminium et récupérer uniquement la fraction aluminium qui nous intéresse, puis ensuite repartir vers le circuit classique. Donc, une fois qu'on connaît bien les procédés de recyclage pour l'acier et l'aluminium, comment derrière on peut mettre en place des recommandations pour bien éco-concevoir son emballage métallique. Je disais, la priorité, c'est l'allègement. L'allègement, on voit aujourd'hui, et d'ailleurs, il y a des réflexions qui sont encore menées sur l'allègement. Je prends l'exemple du déo compressé. C'est un emballage métallique vraiment symbolique qui est passé d'un format classique à grosse taille à maintenant aujourd'hui la norme, c'est devenu le format compressé et qui propose exactement le même service avec la même quantité de produits, mais c'est juste moins d'emballage. Et donc là, on a vraiment une stratégie en termes d'allègement qui a permis d'économiser énormément de ressources, énormément de matériaux. Mais sur un format qui reste le même, on peut également avoir une stratégie d'allègement. Et sur, par contre, effectivement, des allègements qui sont relativement plus réduits, mais qui, si on multiplie par les nombres d'unités vendues, finalement, arrivent à des économies en termes de matière qui sont quand même très importants. L'exemple de la canette est un exemple en soi. Après, encore une fois, il y a tout un tas d'autres exemples qui peuvent être apportés et avec des réductions qui sont effectivement de l'ordre de quelques pourcents. Mais encore une fois, quand on multiplie par le nombre de produits vendus, à la fin, on a des réductions de matières mobilisées qui sont vraiment intéressantes. Donc, c'est important de bien comprendre aussi la différence entre quand on parle de recyclage et de recyclabilité, les consignes de tri et la recyclabilité. La recyclabilité, c'est quelque chose qui est un peu technique, c'est-à-dire qu'on va se poser la question de savoir comment ça se comporte en centre de tri, on va se poser la question de savoir si les éléments sont bien dissociables, on va se poser la question d'ailleurs si une fois que ça sort du centre de tri, est-ce que ça va vraiment être recyclé chez le recycleur ou est-ce qu'il va considérer que c'est un perturbateur de son flux majoritaire et que du coup ça ne sera pas recyclé. Voilà, donc la recyclabilité, c'est vraiment quelque chose d'assez technique, on va aller voir étape par étape effectivement comment ça fonctionne. La consigne de tri, c'est beaucoup plus simple. C'est juste de dire oui ou non, est-ce que ça va dans le bac jaune. Et notamment dans le cas de l'extension des consignes de tri, vous avez entendu parler de ce projet-là, l'idée c'est de simplifier le geste de tri des consommateurs. Que lui ne se pose pas la question de savoir si oui ou non, est-ce que c'est recyclable. On lui dit emballage, poubelle jaune. Et derrière, c'est le centre de tri qui fera le distinguo entre ce qui effectivement est orienté vers des filières de recyclage et ce qui aujourd'hui n'a pas de filière, sur lesquelles on est en train de travailler, mais qui aujourd'hui n'est pas à envoyer vers une filière de recyclage. Donc c'est la consigne de tri ne veut pas dire recyclabilité. La consigne de tri, souvent, c'est apporter de la simplicité pour le consommateur, pour le citoyen, de manière à ce qu'on puisse massifier ou en tout cas rendre le plus optimal tout ce qu'on récupère comme matière au niveau du centre de tri. Et derrière, après, c'est à lui de bien choisir ce qui sera envoyé, massifié vers des filières et ce qui aujourd'hui part plutôt vers la valorisation énergétique. Le taux de recyclabilité, c'est également un point sur lequel on est souvent questionné. On nous demande, mais en fait, c'est un emballage qui est recyclable à 100%, à 90%. En fait, c'est compliqué souvent de répondre à cette question, mais dans le cas des emballages métalliques, on peut assez facilement répondre. Si vous avez par exemple cette bouteille de sirop, eh ben on peut assez facilement identifier, analyser sa recyclabilité, la masse qui est directement reliée à la partie métallique de la bouteille de sirop sera parfaitement recyclable. Par contre, effectivement, le bouchon en plastique,
n'est pas dissociable. Donc, il ne pourra pas, au niveau du centre de tri, effectivement, être envoyé d'un côté au niveau de la valorisation plastique et l'acier de l'autre. Donc, ça restera a priori sur le pot, sur le bidon de sirop. Mais par contre, effectivement, on considérera du coup que cette fraction-là de l'emballage dans son ensemble ne sera pas recyclée. Donc, la recyclabilité de ce pot de sirop est plutôt entre 90 et 100%, mais n'est pas à 100% parce que la fraction plastique ne sera pas recyclée. Alors, l'amélioration de la recyclabilité d'un emballage, souvent, effectivement, c'est du coup éviter les perturbations au niveau du recyclage et bien sûr faire en sorte que la plus grosse fraction possible de mon emballage soit effectivement recyclable. Et donc, du coup, c'est pour ça que souvent, et c'est un message qu'on a de manière générale et pour tous les matériaux, on préfère privilégier au maximum les solutions qui sont monomatériaux, de manière à vraiment améliorer cette recyclabilité parce que, on va simplifier le tri et éviter les perturbations, et deux, on va vraiment tendre vers une recyclabilité de l'emballage de 100%. Donc, la recyclabilité des emballages en métal, qu'est-ce que ça signifie exactement? Eh ben, ça signifie qu'on évite les éléments en plastique ou les éléments en carton ou les éléments, en fait, tout ce qui est organique et qui ne sera pas recyclé dans le cadre du procédé de recyclage des métaux que je viens de vous décrire. Et on fait en sorte qu'on ait une fraction, un taux de métal présent dans l'emballage qui soit le plus haut possible. Donc en fait, ces deux phrases vous disent à peu près la même chose dans un sens et dans l'autre, mais comme je vous l'ai expliqué, hein, le process de recyclage thermique qui est spécifique effectivement aux métaux fait qu'en fait on a peu de perturbations possibles, mais ce sont des fractions qui du coup seront perdues, ne seront pas valorisées et donc vraiment les recommandations à retenir sont vraiment celles-ci. Mais le geste de tri est tellement important du coup dans ces emballages que je pense que la question de l'infotri, sur laquelle je vais revenir à la fin de la présentation, est primordiale. Je le rappelle, hein, l'acier et l'aluminium sont des matériaux qui se recyclent indéfiniment s'ils sont effectivement bien captés, bien triés, envoyés vers les bonnes filières. Donc il y a une question bien sûr de qualité de la matière. Et donc la qualité de la matière, j'y reviens, c'est la présence potentielle d'éléments autres que le métal dans l'emballage métallique. Et bien sûr, et j'y reviens, la sensibilisation au geste de tri, c'est ça qui va permettre d'avoir le plus de métal et donc d'acier et d'aluminium dans les centres de tri qui vont être captés et qui vont pouvoir être recyclés. Les souillures n'ont aucun impact sur la recyclabilité. Dans votre boîte de conserve, on vide bien sûr les restes, mais c'est pas la peine de la passer au lave-vaisselle, c'est pas la peine de la rincer. Tous les emballages, alors dans le cas des emballages métalliques, il n'y a pas de lavage qui est effectué, mais les souillures ne gênent en rien le procédé de recyclage qui est effectué. Donc la souillure n'empêche pas le recyclage et n'empêche pas le geste de tri. Voilà. Alors, emballage multimatériaux complexe comprenant du métal. Donc là, c'est important de voir quels sont entre guillemets, les mauvais exemples. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, sur un papier de beurre qui va être souvent un complexé, on va avoir une feuille de métal et aussi une partie de plastique. Et bien là, dans le cas de celui-là, ou autre exemple, qu'est-ce qui se passe dans le cas d'une boîte de conserve, qui est en fait une boîte de conserve en plastique, mais avec un sertissage et un bouton qui vont être métalliques, parce qu'on voulait garder en fait la transparence, etc. Mais en fait, ce sont des très mauvaises idées en termes d'éco-conception, parce que là, en fait, quels sont les scénarios? L'emballage est écarté directement au centre de tri vers le refus, parce que en fait, c'est un multimatériau complexe et dont on sait pas, c'est idéal ni pour la filière plastique ni pour la filière métal. Il parle vers le flux métal. Deuxième option, il part vers le flux métal. Eh ben, ça sera uniquement la partie métal qui sera valorisée. Le reste ne le sera pas. Et même encore pire, s'il y a trop de fractions organiques, il y a un risque, c'est qu'en fait, on se retrouve avec des départs de feu au moment où on va envoyer toute cette matière, tout cet acier dans le convertisseur. S'il y a trop de carton, trop de plastique, il peut y avoir des flammes du coup qui soient générées. Et là, c'est très problématique, notamment pour les opérateurs au niveau des usines sidérurgiques. Et si l'emballage est mal dirigé et part vers le flux plastique, et ben là, la présence de métal peut être encore plus problématique. C'est-à-dire que là, potentiellement, le recycleur plastique peut dire, moi, ce lot-là, je n'en veux pas. Donc, voilà.
c'est très important de bien garder en tête que, par exemple, là, nous, dans le cas d'un emballage PET, s'il y a de l'aluminium, par exemple, sur une bouteille en PET ou un emballage rigide en PET, nous, on le sanctionne par un malus. C'est-à-dire qu'on va faire payer plus votre contribution si vous continuez à mettre de l'aluminium sur un emballage en PET. Parce qu'on considère que l'aluminium peut potentiellement vraiment perturber, voire faire perdre énormément de matière dans le procédé de recyclage du PET. Donc, c'est des points qui sont très importants. J'entends des micros qui sont ouverts, s'il vous plaît. Merci de couper le son pour les autres participants. Donc, agir ensemble. Sur ce point, je ne vais pas passer trop de temps. C'est surtout pour vous, pour que vous ayez les clés une fois que vous aurez le support de présentation et connaître l'ensemble des points sur lesquels on peut vous accompagner dans l'éco-conception de vos emballages. Donc, bien sûr, vous avez tous les services Citeo, qui sont des services qui sont mutualisés et qui sont gratuits en tant qu'adhérent, effectivement, enfin en tant que client chez nous. Vous avez bien sûr la possibilité de profiter de tous ces services-là. L'idée, c'est de pouvoir vous accompagner. Et dans l'éco-conception, vous le voyez, il y a tout un tas de guides, de catalogues de bonnes pratiques, tous les outils sur lesquels on peut vous orienter. Alors, sur le cas des métaux, on n'a pas de guide dédié aujourd'hui, même si on a des guides qui peuvent accompagner plutôt les centres de tri sur le conditionnement des aérosols ou sur la manière effectivement de bien installer un aimant ou une machine à courant de Foucault. C'est plutôt à destination des centres de tri, mais on a des outils, en tout cas on a une assistance sur ces questions-là, mais surtout tous les outils en ligne dont je vais vous parler tout de suite, qui sont pour moi hyper intéressants quand on veut agir sur l'éco-conception et la recyclabilité de son emballage. Donc le premier c'est Fil, peut-être que certains d'entre vous le connaissent. Ça permet effectivement de comprendre plus facilement quelles sont les pistes d'éco-conception une fois qu'on a décrit son emballage. Et ça vous accompagne dans un plan d'action potentiel que vous pourriez mettre en place. Tri, c'est un test, c'est-à-dire qu'on modélise son emballage et en fait, derrière, ça va me dire ça c'est recyclable, ça ne l'est pas. Et derrière, éventuellement, vous donner quelques pistes pour la recyclabilité de votre emballage. Il y a également tous les webinaires qu'on met en place. Donc ça, c'est des choses qui sont proposées de manière périodique et qui touchent tous les matériaux et tous les secteurs confondus. Donc là, vous avez la chance d'avoir un webinaire spécifique métallique et spécifique agroalimentaire. On propose également des webinaires plus transversaux. Et des webinaires également sur plein d'autres sujets, la communication responsable, la réglementation, les papiers cartons, les sujets sanitaires, etc., etc. Et également donc, sur la communication, il y aura un webinaire, je crois, dédié avec l'ANIA sur la question de la communication, mais vous avez tout un tas d'outils pratiques, de guides également, soit sur notre site internet, soit vous pouvez revenir vers nous pour nous les demander si vous souhaitez des versions papier. Mais en tout cas, voilà, on a des outils, des guides, des outils en ligne et des personnes surtout qui sont là pour vous accompagner dans vos actions d'éco-conception pour vos emballages. Donc, on retrouve tous ces outils bien sûr sur le site internet. On a une chaîne YouTube également avec des tutoriels sur les outils, etc., qui peuvent vous aider dans votre stratégie et dans votre plan d'action. Et bien sûr, sur votre espace client, j'imagine que la majorité d'entre vous, vous êtes client et donc vous avez un espace client et un portail sur lequel vous pouvez effectivement récupérer les guides, les fiches réflexes, les FAQ, etc., etc., et voir effectivement les outils spécifiques Tri, Fil et Bi. Voilà, donc là j'en ai fini aujourd'hui avec cette session. Il est 10h40, hein, je vous avais dit, on se fait 3/4 d'heure de descendant. Et là aujourd'hui, là maintenant, alors Nils m'a préparé déjà quelques questions que vous avez posées au fil de l'eau. Je vais commencer à y répondre. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Si éventuellement, en fonction des réponses que je donne, certaines effectivement font naître chez vous de nouvelles interrogations. On a du temps devant nous et essayons de le prendre pour effectivement bien comprendre et éclaircir les points sur lesquels éventuellement j'ai pas forcément été suffisamment clair. Combien y a-t-il de centres de recyclage de l'aluminium en France? 6 industriels en production primaire en France. Alors oui, vous avez effectivement dans l'aluminium aujourd'hui des productions primaires, mais alors production primaire, ça veut dire donc aluminium vierge. Là, pour le coup, ça ne nous concerne pas spécialement. Il y a l'aluminium vierge à Saint-Jean-de-Maurienne et à Dunkerque. Saint-Jean-de-Maurienne, pourquoi? Parce que historiquement,
C'était l'hydroélectricité qui permettait effectivement aussi de production de l'aluminium, d'avoir une source d'électricité qui était moins chère, en tout cas intéressante du point de vue de la présence, voilà, des montagnes, etc. à côté. Dunkerque, historiquement aussi, un site de production d'aluminium. C'était Péchiné à l'époque. Mais bon, ce sont pas forcément ces sites-là qui vont derrière faire de l'affinage. La pyrolyse aujourd'hui ne se fait pas en France. Donc tout ce qui est petit aluminium part plutôt effectivement à l'étranger pour être recyclé. L'aluminium qu'on récupère sinon par fraction plus importante part chez des acteurs qui sont soit français soit européens. Je ne pourrais pas vous donner le nombre de centres de recyclage de l'aluminium en France exact. Je ne l'ai pas. On essaiera de vous donner cette réponse, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à revenir vers moi, peut-être plus spécifiquement, et on pourrait creuser ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça part pas plus loin que l'Europe. C'est du recyclage qui se fait principalement dans nos pays voisins et notamment pas mal avec l'Allemagne. Mais plutôt pour la partie pyrolyse, pour la partie effectivement déchets d'emballage en mélange, des déchets d'emballage un peu plus volumineux et qui vont directement partir à l'affinage, on a des capacités en France et éventuellement à l'étranger, mais principalement en France, avec des sites d'affinage. Mais je pourrais pas vous donner le nombre exact en fait. Voilà. Capsule tri, le conso doit-il vider la capsule de café avant de la trier? Non, non et non. Encore une fois, pour ce qui est effectivement de la capsule de café dont on parle, ce n'est pas nécessaire de la vider avant de la mettre dans votre bac jaune. Pour ceux qui sont, alors le mieux, c'est de profiter de dispositifs effectivement de collecte qui sont mis en place par certains metteurs sur le marché de capsules en café, pour ne pas les citer. Mais effectivement, pour ceux qui ont, notamment dans les grandes agglomérations, je pense à Nantes, Bordeaux, Paris, Lyon, eu des communications spécifiques sur le fait que aujourd'hui, il était possible de récupérer effectivement les capsules dans les centres de tri. C'est pas nécessaire de vider la capsule. Comme dans, je vous disais, les souillures ne sont pas un problème pour les emballages et tous les emballages et aussi les emballages métalliques. Il faut bien sûr vider les restes de nourriture dans vos emballages, mais derrière, après, on peut tout à fait les mettre sans avoir besoin de les rincer ou les laver. Voilà. Donc ensuite, autre question. Alors, la présence de différents métaux, laiton, autres, perturbe-t-elle la recyclabilité d'emballage en acier aluminium? Alors, en fait, souvent, ce sont, pour avoir posé la question encore récemment aux professionnels du secteur, non, cette présence aujourd'hui ne pose pas de souci. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle est minoritaire par rapport au flux majoritaire. Tant que ça reste dans des situations effectivement de ce type, il n'y a pas de raison que la présence de fractions qui sont faibles et de laiton ou autres, par exemple de l'étain aussi, on peut retrouver de l'étain éventuellement dans l'aluminium, on peut retrouver d'autres types de métaux qui en fait ne vont pas perturber le recyclage du flux majoritaire qui est en fait principalement constitué d'acier d'un côté ou d'aluminium de l'autre. Et donc souvent, en fait, on va pouvoir soit se débarrasser de ces fractions-là en amont, ça c'est le meilleur des cas, mais souvent, et là, dans la majorité des cas, en fait, ça va être refondu avec la majorité, avec le flux majoritaire, et derrière, éventuellement, on pourra réajuster, et c'est ça qu'on appelle l'affinage. On réajuste en fonction du mélange qu'on obtient, de manière à pouvoir retomber sur quelque chose qui soit effectivement exploitable, un alliage, une composition qui est connue et qui permettent derrière d'avoir des débouchés qui sont intéressantes. Donc non, aujourd'hui, la présence de différents métaux ne perturbe pas le recyclage. Lors du procédé thermique, quel est le devenir des encres sur les emballages imprimés? Eh bien, elles sont tout simplement brûlées. Et donc, effectivement, tout ça, les encres sont pour la majorité des substances organiques, enfin des composés organiques en fait qui vont être consommés et qui vont être incinérés qui vont être brûlés lors du procédé thermique de refonte des métaux. Donc ça ne pose pas de souci et on a d'ailleurs, j'avais des questions aussi spécifiques sur éventuellement la production, l'émanation de certains gaz qui pourraient éventuellement venir de
du procédé thermique et du fait quand on brûle effectivement ces vernis, ces joints, ou par exemple il y a des petits joints qui peuvent exister sur certaines boîtes de conserve, ou etc. Il y a des procédés également de filtrage, de récupération de charbon actif qui sont mis en place dans les procédés thermiques de recyclage de l'acier et de l'aluminium et qui permettent effectivement de bien capter ces gaz ou ces substances qui pourraient être problématiques du point de vue sanitaire. Donc, aujourd'hui, ce sont des matériaux ou des substances qui seront perdues, entre guillemets, parce qu'ils sont brûlés comme les encres. Tout à fait. Voilà. Donc, lors du procédé thermique, une étiquette plastique en polypro collée sur une canette alu perturbe-t-elle le recyclage? Non, elle ne perturbe pas le recyclage, mais par contre, ça ne sert à rien. Voilà. Donc, c'est-à-dire que d'avoir une étiquette plastique sur une canette alu, aujourd'hui, on maîtrise tout à fait le coating, le laquage sur l'aluminium. Donc, on a peu besoin d'avoir une étiquette en polypro qui est un matériau qui sera perdu. Parce qu'effectivement, le matériau majoritaire, c'est bien l'aluminium. Donc, a priori, la canette va être captée par machine à courant de Foucault dans le flux d'aluminium, envoyée vers le centre d'affinage d'aluminium. Et en fait, on va pas s'embêter à aller retirer l'étiquette polypro autour de la canette. On va le mettre dans le four de fusion et donc l'étiquette sera perdue. Donc là, si j'ai un conseil à vous donner, c'est trouver une manière de vous en passer. Parce que ça n'a pas. Alors peut-être qu'il y a une utilité en soi, j'ai pas tout le contexte. Mais si c'est juste une étiquette qui sert de support pour des éléments de communication, autant les mettre directement sur la canette. Voilà. Est-ce que l'aluminium recyclé est apte au contact alimentaire? Tout à fait. Aucun souci, l'aluminium recyclé est tout à fait apte au contact alimentaire. Le procédé thermique, encore une fois, à très haute température, fait que les moindres substances problématiques, comme on peut retrouver c'est une problématique qu'on a dans certains autres matériaux, papier, carton, plastique, pour ne pas les citer, qui effectivement doivent, de ce point de vue-là, on doit avoir une attention toute particulière sur notamment le retour au contact alimentaire et les aspects sanitaires. Pour l'acier et l'aluminium, le retour au contact alimentaire ne pose aucun souci. Voilà. Alors, quid d'un emballage associant métaux ferreux plus aluminium? Vers quel flux sera-t-il orienté en centre de tri alu-métal? Pas de perturbation dans la filière dans l'un ou dans l'autre. Alors là, je vous cache pas que si, c'est un petit peu embêtant. C'est un peu embêtant. Alors en fait, le flux vers lequel il sera orienté, ça va dépendre de la proportion des matériaux entre eux. C'est-à-dire que si c'est majoritairement de l'acier, a priori, il sera plutôt attiré par le warband, donc l'aimant, et il va donc du coup être envoyé plutôt dans le circuit de recyclage des aciers. La présence d'aluminium dans l'acier n'est pas une bonne chose parce que derrière, alors encore une fois, c'est comme le laiton ou autre dont on parlait tout à l'heure. Tout dépend de la proportion. Si on a un emballage qui effectivement contient un peu d'aluminium dans un paquet, voire même plusieurs paquets qui sont majoritairement constitués d'acier, ça ne devrait pas poser de problème. Si par contre, effectivement, ce sont des pratiques qui se multiplient et qui se démocratisent, c'est-à-dire de mettre beaucoup d'acier ou de faire beaucoup d'emballages acier-aluminium, là, effectivement, on risque d'arriver à des soucis en termes de qualité, effectivement, des paquets métalliques qui rentrent chez les recycleurs et derrière des débouchés potentiels qu'on peut avoir, voire ça peut demander des procédés d'affinage supplémentaires qui ne serait pas forcément nécessaire si on avait évité ce mix de matériaux entre eux. Voilà. Mais aussi, ça peut dépendre, l'orientation, c'est-à-dire est-ce que ça va partir vers l'acier ou vers l'aluminium, ça peut dépendre aussi de l'ordre, si c'est plus ou moins moitié-moitié en termes de proportion, ça va être une question de est-ce que c'est d'abord le courant de Foucault au niveau du centre de tri ou est-ce que c'est d'abord l'overband. Et souvent, c'est plutôt l'overband qui est situé en entrée de procédé dans le centre de tri. Prochaine question. Les vernis sont-ils brûlés lors du recyclage? Oui, comme je le disais tout à l'heure, tout ce qui est organique sera brûlé lors du recyclage. Donc tout ça, c'est perdu. Et les fractions de ces matériaux organiques, a priori, disparaissent complètement, soit sous forme gazeuse, soit il y en a plus. Voilà. Ensuite, faut-il donner une consigne de tri pour décoller l'étiquette des boîtes de conserve? Alors l'étiquette en papier, en fait, de manière générale, aujourd'hui, on ne complique pas le geste de tri. On le sait, aujourd'hui, on a un trieur systématique sur deux en France.
Donc, on voit déjà que le message en termes de le message sur le tri et la consigne de tri n'est pas encore complètement intégré par les citoyens. Il y a encore sur certaines typologies d'emballage ou dans certains euh, foyers ou typologies aussi d'habitat, on voit bien qu'il y a des soucis au niveau du tri. Donc l'idée, c'est vraiment de simplifier au maximum le geste. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans le cadre de l'extension des consignes de tri, on permet aux gens de ne plus se poser de questions et de dire un emballage poubelle jaune. On verra, une fois qu'on aura fini effectivement l'extension des consignes de tri, que tous les Français sont concernés par la possibilité de mettre tous leurs emballages dans le bac jaune, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui en France. On a un Français sur deux en gros qui est concerné aujourd'hui. On verra si éventuellement on apporte des informations supplémentaires. Typiquement, dissocier les éléments qui sont dissociables. Je pense à une pompe, par exemple dans le domaine de la cosmétique, dissocier votre pompe de votre flacon. Voilà, par exemple, ça serait très pratique. Ça permet de recycler le flacon d'un côté et la partie un peu plus technique qui contient plus de matériaux qu'on pourrait effectivement soit écarter, soit recycler d'un autre. Dissocier votre opercule de votre barquette de jambon. Ça, c'est un sujet sur lequel on se pose aussi des questions parce que c'est pas forcément compatible d'avoir un opercule qui est encore collé sur sa barquette de jambon parce que derrière, on n'a pas forcément des procédés de recyclage qui sont les mêmes, où on va avoir des perturbations engendrées par l'opercule, qui peut être un matériau complexe par rapport à la barquette, qui est un matériau monomatériau, voilà, qui est un emballage monomatériau. Donc, sur ces questions-là de messages supplémentaires au niveau du tri, aujourd'hui, il n'y a pas de décision qui est prise et la politique, c'est plutôt on fait simple. Et là, en plus, en ce qui concerne l'exemple que vous m'avez cité, la banderole papier autour de la boîte de conserve ne va pas perturber le recyclage de la boîte de conserve, en aucun cas. Donc, pour ce cas particulier-là, franchement, c'est pas la peine de se prendre la tête. Autant pour l'exemple que je vous ai donné sur la barquette de jambon, alors encore une fois, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, on traite des métaux, mais sur la barquette de jambon, l'opercule, la question vraiment se pose, et sur, par exemple, aussi la pompe avec son flacon, la question vraiment se pose de se dire, est-ce qu'on peut pas rajouter cette consigne-là? Mais encore une fois, quelle serait, quand on sait qu'encore une fois, on a un trieur systématique sur deux, à combien on arriverait de gens qui, effectivement, comprennent bien qu'il faut dissocier les éléments entre eux. Voilà, c'est une question qu'il faut se poser. Il ne faut pas rajouter de la complexité, parce qu'aussi, rajouter de la complexité, ça peut décourager les gens qui disent, qui voient, ah tiens, il faut dissocier, mais attends, ils me disent quoi exactement? Ah, je suis perdu, je mets dans ma poubelle grise. Donc voilà, c'est important de bien comprendre, c'est un peu de la sociologie, c'est un peu tout ça aussi qui doit nous accompagner dans cette réflexion. Voilà. Dans le cas d'une boîte avec couvercle, les deux en métal, faut-il donner une consigne au conso pour séparer boîte et couvercle? Bah, si les deux sont métalliques, si la boîte et le couvercle sont métalliques, a priori constitués du même métal, alors après il peut y avoir éventuellement un acier, un alu de l'autre, mais bon là franchement dans les deux cas ça fonctionne. Et c'est ça qui est compliqué d'ailleurs dans la question des dissociations des éléments entre eux. Parce que je vous ai donné l'exemple de l'opercule avec la barquette de jambon, mais par exemple dans le cas d'une bouteille d'eau, en PET, on dit surtout laisser le bouchon. Parce que c'est la seule manière qu'on ait pour récupérer le bouchon, c'est de le laisser sur la bouteille. Parce qu'il y a des procédés au niveau des recycleurs de bouteilles, c'est-à-dire après le centre de tri, pour récupérer le bouchon. Si vous enlevez le bouchon au niveau de votre bac jaune, eh ben, le bouchon sera perdu parce qu'il est petit et parce que, comme je vous disais au début de la présentation, toutes les fractions trop petites sont perdues. Et sauf pour les aciers et l'aluminium, je vous expliquais qu'on était capable de les récupérer. Mais par contre, pour les fractions plastiques petites, ça par contre, c'est perdu. Donc si vous laissez pas le bouchon, eh ben derrière, on a un souci, on récupère pas le bouchon. Donc vous voyez que le message est très compliqué parce que l'opercule, on veut qu'on le sépare. Par contre, le bouchon, surtout, le laissez-le. Et là, typiquement, la boîte de couvercle, la boîte et le couvercle, moi, je pense que c'est pas la peine de se prendre la tête là-dessus et d'amener des messages qui sont compliqués. Il faut rester simple. Consigne de tri, la même pour la boîte avec son couvercle et les gens le laissent dessus ou pas, peu importe. Quel est le pourcentage de capsules en aluminium recyclées? Aucune idée. Aucune idée. Impossible de pouvoir caractériser exactement. Alors, ce n'est pas un emballage. C'est-à-dire que
les fabricants de capsules pour café ne déclarent pas leur quantité d'aluminium mobilisé pour toutes ces capsules chez nous. Parce que ce n'est pas un emballage, vu qu'on ne dissocie pas le produit et le conditionnement au moment où on se défait du produit. Quand vous jetez, comme on précisait tout à l'heure, quand vous jetez votre capsule, vous jetez la capsule avec le café. Dès lors, dans la définition réglementaire, ce n'est pas un emballage. Donc, il ne déclare pas chez nous la quantité mise sur le marché. Donc, nous, on n'a même pas une idée du gisement de ce que ça représente. Et donc, si tant est qu'on pouvait après derrière caractériser au niveau de la sortie du centre de tri et de pouvoir dire, tiens, j'ai 1000 tonnes qui sortent de mon centre de tri et dedans, j'ai 400 kilos de capsules de café, je pourrais après derrière dire, j'ai 400 kilos qui sortent, j'ai tant qui rentrent, donc j'ai un taux de recyclage de temps. Ça, on n'est même pas capable de le faire parce qu'on a ni le dénominateur, c'est-à-dire le gisement, ni la caractérisation de ce qui sort, parce que c'est trop complexe derrière et d'avoir quelque chose qui soit statistiquement représentatif, de pouvoir dire, dans tout ce qui sort d'aluminium des centres de tri, on a tant de pourcents de capsules, c'est impossible à savoir aujourd'hui. Il faudrait qu'on fasse ce qu'on appelle des caractérisations en sortie de centre de tri, multiples et hyper précises, hyper détaillées. Et aujourd'hui, je vous avoue que c'est pas la priorité. La priorité, c'est plutôt de mettre sur le paquet sur le recyclage, les nouvelles voies de recyclage, etc. et l'éco-conception sur certains emballages. Ensuite, je pense comment les étiquettes sur une boîte, concernant les étiquettes sur une boîte métal, quels sont les matériaux à éviter? Type de papier, plastique, etc. Encore une fois, le mieux, c'est de pouvoir éventuellement mettre tout sur la boîte métallique, si c'est possible, de manière à éviter en fait d'avoir d'autres choses que le métal, parce qu'en fait, tout ce qui va être autre que le métal, malheureusement, sera perdu. Donc en fait, si vous n'avez pas le choix de mettre une étiquette, j'aurais tendance à vous dire, privilégiez l'étiquette qui a le moindre impact environnemental. Parce qu'en fait, il va falloir là, pour le coup, limiter votre bilan environnemental de l'étiquette, parce que c'est uniquement ça qui va compter, vu que derrière, on va pas pouvoir le recycler. Donc, ma réponse à ça, c'est plutôt regarder ce qui va être le plus pratique pour vous, mais surtout ce qui aura le moins d'impact environnemental au moment de la conception, de la production, parce qu'en termes de recyclabilité, que ça soit du papier ou du plastique, ça posera pas de souci. Voilà. Je crois qu'on arrive à la fin des questions. Si vous en avez d'autres, on va rester encore une minute ou deux, bien sûr. Hein. Si jamais il n'y a plus de questions, je vous donne rendez-vous. Alors, je ne sais pas si ou en tout cas, nous vous donnons rendez-vous, si Théo et Lania, dès le mois prochain, le 5 mars, de 10h à midi, pour la partie communication sur l'emballage, justement. Quel marquage, quelle allégation, les consignes de tri, etc. Donc ça sera sûrement un collègue d'ailleurs de Citeo qui s'occupera de ce module-là. Je vous remercie beaucoup pour les questions que vous avez pu poser. J'espère que tout ça a été clair. Vous aurez bien sûr le support de cette présentation très rapidement, de manière à ce que vous puissiez voir l'ensemble des vidéos, les liens vidéo, etc. ou les liens vers les catalogues que j'ai pu vous mettre sur le support. Il y a une dernière question. Si j'ai bien compris, les capsules de bouteilles de bière sont trop petites pour être recyclées. Les capsules de bière font partie de ce flux qui peut être capté par le magnétisme ou les courants de Foucault dans le projet métal, ce que je vous ai expliqué. C'est-à-dire, si vous avez effectivement des fractions qui sont petites, elles sont envoyées vers le refus parce que considérées comme trop dures à orienter et quelquefois aussi dangereuses. Et les capsules de bière, pour les centres de tri équipés, peuvent être captées dans ce flux de fines, ce qu'on appelle les fines, donc ce sont les petites fractions, et peuvent éventuellement être recyclées par ce biais-là. Donc voilà, je pense qu'on va clôturer 5 mars 2020, 10h à midi sur la partie communication. Merci encore pour ce module sur les emballages métalliques. J'espère que tout a été clair. Et écoutez, bon plan d'action, plein de bonnes choses sur votre éco-conception pour vos emballages métalliques. Et avançons ensemble sur cette question de la réduction des impacts environnementaux de nos emballages. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.